On a appris que vous aviez été convoqué cet après-midi par votre hiérarchie et que vous aviez été convoqué en tant qu'homme libre qui a voulu dire la vérité. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre sentiment sur cette convocation qui a eu lieu donc il y a quelques heures? Ouais. Ça arrive jamais en fait d'être convoqué par le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais à un simple praticien hospitalier comme moi. Donc quand ça arrive, vous avez reçu quelques petits coups de semonce avant. Effectivement, j'ai reçu quelques petits coups de semonce avant, des sommations quoi, comme en manif. Et donc les premières sommations, c'est mon chef de service qui m'a expliqué que c'était inadmissible ce que je disais, que il fallait pas que je passe à la télé, etc. Et puis j'avais reçu déjà un mail en fait du président de CIME qui m'avait dit que c'était scandaleux, etc. Donc je savais déjà en fait un petit peu. Et en termes d'émotion, quand j'ai reçu le mail il est très froid. Il dit juste vous devez être là à tel endroit à telle heure. Point. Il explique pas pourquoi. Mais vous sentez bien que vous allez passer dans une sorte de procès. Et puis il s'est passé un petit truc un peu miraculeux entre temps. C'est qu'en fait la communauté de Réinfo Covid, le collectif dont je suis le porte-parole, c'est ému de ça. C'est dit on va pas laisser taire cette voix-là quoi. On aime bien quand Louis il parle en fait. On pense que c'est juste, que c'est courageux, que c'est aligné, que c'est et donc on va pas laisser faire. Et donc il y a eu un déferlement d'emails qui sont partis vers les mails du directeur de l'hôpital, du directeur général de la PHM, qui est un très haut fonctionnaire, hein, et puis vers le président de commission médicale d'établissement, qui est un professeur qui en gros est le big boss de tous les professeurs et de tous les médecins de l'hôpital, et puis de tout la PHM, qui est vraiment une grosse structure à Marseille, hein, c'est un gros truc. Et je vous vois plus, mais c'est peut-être normal. La régie t'a mis en grand, c'est pour ça. D'accord. Et donc, tous ces mails sont partis. Et en fait, les mails, c'est même pas un mail type, quoi. Les gens ont tous écrit un par un, mais pourquoi ils voulaient me défendre, en fait. Et l'ambiance a changé complètement. Déjà pour moi, dans l'après-midi, ça va vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais d'un moment où j'étais plein d'anxiété, où j'ai dit à ma femme, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Bon, est-ce que je vais garder mon boulot, c'est pas sûr. Et pourquoi je pensais ça, c'est pas que je suis paranoïaque, c'est qu'il y avait eu des coups de semonce et que c'est déjà arrivé dans d'autres hôpitaux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Sacré, qui travaille en Belgique, à Charleroi. Lui, il s'est fait convoquer comme ça, et puis on lui a dit, en fait, cet après-midi, tu pars, tu prends tes affaires, c'est terminé, tu reviens pas. On a dans le collectif quelqu'un qui s'appelle Vincent Pavant, qui est mathématicien, chercheur en mathématiques fondamentales, et qui fait des cours à la faculté, à l'université. Il a dit, moi, je mettrai pas mon masque dans les amphis. Je le mettrai juste pas, parce que je suis à 30 mètres du premier étudiant, ça a aucun sens, je ne me soumettrai pas. Lui s'est fait mettre à pied, et ça veut dire il peut plus bosser, et il a même pas de date de reprise, il y a même pas de réunion pour dire quand est-ce qu'il va reprendre. C'est une espèce de torture morale, quoi, de torture mentale pour les gens. Et on dit c'est sine-die, il est mis à pied sine-die, sans date. Donc il sait pas. On a Bénédicte Helfer, on a Jean-Michel Crabé qui a été convoqué à l'ordre des médecins, on a etc. Bref, tous les gens qui l'ouvrent un petit peu, ils se prennent un coup derrière les oreilles immédiatement. Mais il se trouve que là, Réinfo Covid et puis les gens qui sont autour, en partie vous, ils commencent à se souder en fait. Ils commencent à sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de pourri dans notre système. Et le Covid en est que la petite cerise sur le gâteau, quoi, qui va finir la tyrannie. Mais les gens, ils le sentent vraiment. Et donc, ils ont tous écrit. Et il y a eu 5000 mails qui sont arrivés sur la boîte du directeur général et la boîte du président de CME et la boîte de la secrétaire du président de CME. Et, enfin, 5000, c'est ce qu'ils m'ont dit eux, hein, je sais pas si c'est ça ou si c'est plus. Eux, ils m'ont dit, voilà, il y en a au moins 5000, quoi. Après, on a arrêté de compter. Et ça a complètement bloqué leur mail, en fait. Ils pouvaient plus rien faire, quoi. Donc il était un peu obligé de les lire, quoi, parce qu'en plus, il pouvait y avoir des mails importants qui s'intercalent avec les mails des autres. Donc ils ont été quand même bien embêtés. Et surtout, ils ont pris la mesure, ils ont pris conscience que c'était pas le docteur Fouché qui était tout seul dans un coin, qui était un fou furieux et qui racontait n'importe quoi. Ils ont pris conscience que derrière, en fait, il y avait plein de monde. Il y avait les gens
du départ, c'est-à-dire des soignants, des médecins, des chercheurs, des universitaires, des citoyens, des artistes, des instituteurs, des directeurs d'établissement. Je vais vous dire un secret, dans le collectif, il y a même des gens qui sont des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qui travaillent dans des administrations clés en fait, et qui pensent qu'il y a un problème. On a même des directeurs d'hôpitaux dans le collectif qui restent en sous-marin parce qu'ils veulent pas dire qu'ils sont ça. Mais en fait, il y a tout ça. Et en plus, ce collectif, vous avez compris qu'il y a tous ces gens derrière. Mais notre idée, c'était vraiment de mettre en lien les gens, de dire à partir du moment où les gens seront en lien, bah là, ils vont avoir de la puissance. Et c'est un peu l'idée de Réinfo Covid. Je rebondis sur cette histoire-là. C'est que cette histoire, elle nous montre qu'en fait, on a des mains. On est des mains dans le réel. On n'est pas juste en train de penser, on n'est pas juste en train de s'énerver derrière son écran, on n'est pas juste en train de gueuler sur un plateau télé. En fait, ça y est, Réinfo Covid et les gens qui sont autour commencent à agir dans le réel. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Parce que ça veut dire, en fait, ça y est, on a pu sauver notre chevalier, là. On a pu l'empêcher de se faire bouffer, quoi. Et c'est pas moi j'ai rien fait, en fait. Moi, je suis juste allé dans la caverne pour aller contre le dragon, quoi, à la fin. Et le dragon a juste dit, enfin, là, le président de CME et le directeur général, ils ont juste dit, ah non, mais en fait, voilà, c'est vraiment une discussion cordiale, ils sont venus me chercher avec un peu obséquieux, etc. Il y a eu un sbire qui est venu m'amener jusqu'au bureau, alors que normalement, je serais monté tout seul, voilà, et je serais me présenter au secrétariat en disant, en fait, je suis convoqué, voilà, pour prendre ma sanction et me prendre un bon coup derrière les oreilles, et me dire de me taire, en gros. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est-à-dire que là, il y avait, je sais pas, 50 ou 100 personnes devant, qui étaient vraiment hyper gentils et hyper touchants, et vraiment des gens qui avaient fait le déplacement, qui avaient pris du temps, etc. Et, et c'est pas que pour moi, c'est-à-dire qu'ils sentaient bien qu'il y avait autre chose derrière. Il y avait une injustice, il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a la liberté d'expression qui était bafouée et la tyrannie qui était en marche, là, hyper en marche, qui était en cours. Et donc tous ces gens-là sont venus et il y avait FR3 aussi. Et en fait, devant la direction, ils avaient préparé 5 ou 6 personnes de la sécurité. Il n'y a jamais 5 ou 6 personnes de la sécurité devant cette porte. Il n'y a personne normalement. Et là, ils avaient mis des gens parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur, simplement. Ils ont peur de la clameur qu'il y a derrière, de tout le bruit de tous ces gens. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle tout simplement le rapport de force? Exactement. On a mis en place un rapport de force, et ce rapport de force, ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas le tenir, en fait. Et donc, quand je suis arrivé, bah, finalement, ça s'est transformé en une discussion courtoise, avec des points de désaccord et des points d'accord. Et puis l'idée que, ça y est, Réinfo Covid existe, officiellement. C'est un peu comme en diplomatie, entre les États. Soit vous, à l'ONU, vous reconnaissez jamais un État, vous dites il n'existe même pas. Vous le censurez. Chaque fois qu'il dit un truc, paf, ça n'existe pas. Et vous le faites taire. Et puis en plus, vous allez lui envoyer l'armée dessus, etc. Mais à partir du moment où ça existe, vous avez reçu la personne et vous avez dit, ok, nous avons une discussion courtoise et vous existez. Bah ça y est, vous êtes inscrit dans le registre de l'ONU. Donc Réinfo Covid existe dans le registre de discussion avec l'hôpital public de l'AP-HM et existera avec tous les autres du coup. Ça c'est très important, c'est un point clé en fait. C'est le deuxième boss de fin de niveau, on va dire. Le premier boss de fin de niveau, c'était CNews. Le deuxième boss de fin de niveau, voilà, c'est de dire nous existons à la PHM et on vient de créer une ambassade. Et à partir du moment où vous avez une ambassade, vous pouvez être dans la paix. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous pouvez commencer à faire un peu d'activisme. Moi, je vais commencer à pouvoir envoyer au directeur de la PHM les témoignages des mamans qui envoient leurs enfants à l'école masqués avec l'enfant qui a mal à la tête, qui n'arrive pas à se concentrer, qui revient le soir, qui est rincé. Et les mamans qui vont dire mais moi je sens que je lui fais du mal quoi. Et c'est vrai que cette politique sanitaire elle me force à faire du mal à mon enfant. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Et ça voilà, Réinfo Covid maintenant est légitime à l'envoyer au directeur de la PHM en disant voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que les dommages collatéraux de cette politique sanitaire sont beaucoup plus lourds que les bénéfices. Ça va, ça répond à votre question sur cette séquence d'aujourd'hui. Magnifique. Je veux juste vous. Alors je vais. Oui. Non, un énorme merci en fait. C'est grâce à vous que je peux encore bosser donc et que je peux encore parler surtout parce que moi mon talent c'est de parler et donc je peux encore parler à cause de ça et ça c'est grâce à vous en fait, grâce à tous les gens qui étaient derrière et j'essaierai de leur redire, j'ai reçu tellement de textos, tellement de mails, je dis c'est comme je sais pas, c'est hyper beau en fait. Moi j'étais comme entouré de grâce quoi, entouré d'une aura de protection. Ce qui fait que je suis rentré dans le bureau, j'étais
juste comme si j'avais une armure en fait et des armes et que j'étais complètement calme en fait. Je suis quelqu'un de calme d'habitude et d'assez joyeux, mais euh, mais j'aurais pu avoir peur et là j'avais pas peur. Et c'est grâce à tous les gens qui étaient derrière. Très joli retour. Merci à vous. A-t-on la certitude que les enfants ne sont pas vecteurs de la maladie? Ouais. Alors ça a été. Il y a une réponse très tôt par. Il y a une réponse très tôt par Didier Raoult en fait et l'équipe de l'IHU qui a dit très tôt les enfants ils sont pas malades, ils sont pas réservoirs et ils sont pas vecteurs, ils sont pas contaminants. Donc ça et il y a presque rien qui l'a contredit. Il y a eu peut-être une étude qui a essayé de trouver quelque chose, mais en vrai les enfants ils sont pas vecteurs, ils sont pas malades et voilà ils sont pas réservoirs. Donc il faut laisser les enfants tranquilles. C'est une perversion de mettre des masques aux enfants de 6 ans. C'est un truc de tordu, quoi. Euh, ben voilà, là, vous avez commencé, peut-être ceux qui ont des enfants, ils ont tous mal à la tête et ils sont tous crevés le soir, quoi. Et ils sont pas malades. Et c'est pas eux qui vont rendre malades leurs grands-parents. Je trouve ça On va les rendre dégueulasse de les faire culpabilité. On va les rendre malades, par contre, ça c'est clair. Mais là c'est là qu'il faut lutter. C'est là qu'il faut pas laisser faire. Là, il faut défendre nos enfants. Là, il faut juste dire non, en fait. C'est la résistance définitive. Vous ne touchez pas à mes enfants. C'est comme quand le gouvernement vous dit à la maison, il faut que vos enfants ne mangent pas avec vous, et puis il faut que vous fassiez pas de bisous à votre maman, et puis il faut que vous invitiez pas votre grand-mère. Hein. Mais oh, tu rentres pas chez moi. Tu rentres pas chez moi. Oui, exactement. Il faut savoir. Donc ça, c'est juste du bon sens. Il n'y a pas besoin. Et pour beaucoup, cette histoire, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'on essaye de la rendre scientifique, mais je vais vous donner comment je vois les choses. C'est qu'imaginez, vous êtes dans une banque à 200, et il y a un gars qui rentre avec une cagoule sur la tête, et il dit hold up, les mains en l'air, voilà. Il a son flingue, et il va vous braquer. Et il est en train de vous braquer. Et il prend un vieux en otage, et il prend un enfant en otage. Et puis là, c'est comme si on discutait de, mais attends, tu crois vraiment que c'est un vrai flingue? Il est pas en plastique, mais je crois que c'est des balles de combien, quel calibre? Et puis, tu crois? Et puis au bout d'un moment, même on est dans le syndrome de Stockholm. Ouais, mais le pauvre, bon, peut-être qu'il il est malheureux et qu'il nous braque parce que il est en colère. Et puis, il doit pas être si méchant que ça. Donc on va avoir une espèce de presque de pitié pour le salaud qui est en train de vous braquer. La réalité, c'est qu'on est 200. Et qu'il y en a quelques-uns qui vont se prendre une bastos, quoi. Mais qu'on est 200 et que le type, on le met à plat quand on veut, en fait. Il n'y a aucune raison de se faire braquer. On est en train de se faire braquer la démocratie. On est en train de se faire braquer votre épargne. On est en train de se faire braquer notre tissu social, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble, etc. On est en train de se faire braquer notre joie, notre liberté. On va le laisser faire jusqu'à quand, en fait? Je parle au nom de mon petit-fils qui, lui, porte le masque de 7h30 du matin au départ du bus jusqu'au soir 17h30 avec une pause de 20 minutes pour manger. C'est le seul moment où il a le droit d'enlever son masque. Certains collégiens n'ont même pas le droit de l'enlever pour boire quand ils ont soif. Ça me met tellement en colère, si tu veux, que j'ai du mal à rester neutre, en fait. Vraiment, j'ai pas envie qu'on touche aux enfants et aux adolescents, etc. Je pense qu'on est en train de leur voler leur jeunesse. Une société qui détruit la jeunesse pour gagner 3 mois de vie pour des gens de 85 ans. Bah, je pense que c'est une société qui est complètement malade. Alors, et que la maladie, c'est un modèle de guérison. C'est-à-dire, la maladie, elle est utile pour nous dire ce qui va pas dans notre corps. Et donc, si on veut voir le côté positif, ça veut dire qu'à un moment, tout ça, c'est fait pour qu'on réagisse, en fait. C'est fait pour qu'on aille vers la résolution, pour qu'on trouve une solution à ce truc-là. Et il y en a des solutions. Et les solutions, elles sont pas, à mon avis, d'aller chercher à ce que les députés changent les choses. Elles sont à aller discuter, réouvrir du dialogue et du lien avec les professeurs, avec les autres parents d'élèves, avec les collégiens, avec les directeurs de collège ou de lycée. Et même s'ils entendent rien, même s'ils comprennent rien, de revenir à l'assaut et de revenir à plusieurs. Parce que vous avez vu, quand on est 5000 derrière, en fait, les gens, d'un coup, ils acceptent de vous écouter. Je peux vous dire que le directeur de la PHM, il n'était pas parti pour m'écouter. Il était parti pour me parler.
Et là, il a été obligé de m'écouter. Donc ça, c'est à mon avis l'idée d'aller souffler sur les braises. Martial a parlé tout à l'heure de l'idée que les gens étaient pas faciles à convaincre, qu'ils étaient piégés dans la peur, etc. Ben, je pense que le premier travail, c'est pas de convaincre des gens qui sont confis dans la peur. Le premier travail, c'est d'aller trouver les gens qui sont d'accord avec nous et d'aller les rameuter ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, mais qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y avait même des gens qui souscrivaient au narratif médiatique et gouvernemental jusqu'ici. L'histoire des enfants de 6 ans, là d'un coup, tac, il y a une rupture. Et puis il y a des gens qui ont vu la vidéo de Fouché sur CNews et qui se sont dit ah, merde, il y a un problème. Et puis qui ont vu la vidéo de Perron, de machin, de trucs. Et donc petit à petit, il y a à mon avis au moins 10-15% de la population qui pense que ça va pas. Bah, faut juste réussir à les mettre ensemble, parce que 15% de la population qui décide de faire quelque chose, ça se passe. Donc, le problème, c'est qu'il faut être patient. Et donc, faut arriver à trouver des techniques de résistance. C'est aussi l'enjeu de la résistance. L'enjeu de la résistance, c'est pas forcément de tout changer, c'est de laisser le système s'auto-détruire, mais de tenir le coup le temps qu'il s'auto-détruise. Et pour tenir le coup, c'est-à-dire qu'il faut s'agripper à quelque chose. Il faut s'agripper aux autres, il faut être bien ensemble, il faut être un pack, et il faut avoir des gros éléments de bon sens. Et les gros éléments de bon sens, c'est ce que je vous ai dit, c'est de sortir dehors et de regarder le réel. Et donc ça veut dire arrêter de regarder la télé, arrêter de se poser les questions que pose la télé. La télé vous pose des questions pour que votre cerveau soit emmené vers là. Mais en fait, il faut sortir de ces questions-là. Enfin voilà, donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein, mais donc il va falloir tenir et ça va être dur en fait. Ça va être super dur. On va se faire poncer en fait. On va se faire poncer avec avec du rocher quoi, jusqu'à l'os en fait, jusqu'à trouver ce qu'il y a au fond de nous. Et ce qu'il y a au fond de nous, c'est du courage. Ouais. Et de la bienveillance, si je peux rajouter ça aussi. En fait, les humains, c'est à ça qu'ils aspirent. Les humains qui sont pas malades, ils aspirent à la paix et à être ensemble. Et c'est que les malades en fait qui aspirent à être plein de pognon et plein de pouvoir. Et les autres gens, ils ont